Merci, Robert. Bonjour à tous, nous nous rejoignons aujourd'hui pour un webinaire sur tout l'administratif qui est un peu compliqué quand on est en situation de handicap ou qu'on vient d'être diagnostiqué. Pour l'actualité de la Fondation, actuellement nous travaillons sur une enquête à laquelle nous avons participé. On va vous mettre le lien dans le chat et on a encore besoin de 5-10 patients ANMO AQP4 et suivis en France. Voilà, je vais laisser se présenter rapidement Nadia. Fatiguée aujourd'hui. Tiens, pardon. Ah tiens, vas-y. C'est à moi que tu parlais? Mais oui, parce qu'en fait, j'ai eu ma copine Nadia tout à l'heure au téléphone et du coup, je mélange tout, tu le sais. Bah, bonjour, je suis Fatia, je suis NMO depuis 2016 et puis je fais partie du groupe de la Soumira, de la Soumira Fondation et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est accompagné par Marie Delaine, patiente experte. Marie, je te laisse te présenter. Bonjour. Moi, je suis patiente experte, puisque c'est le terme consacré, patiente partenaire du réseau France Sclérose en plaques, désormais, autrefois Ligue française contre la sclérose en plaques. Je travaille pas mal avec le réseau de santé PACASEP. Voilà. Et j'étais inspectrice du travail dans ma vie antérieure. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter quelques droits et de vous permettre, afin de vous permettre de mieux évoluer dans ce qui paraît a priori être un maquis juridique et Ah oui, opérationnel. oui, on comprend rien. C'est un truc de fou. Mhm. Donc, on compte sur toi pour nous éclairer, Marie. Allez, on te laisse. On va essayer. On va essayer. Allez. Voilà, écoutez, je vais partager donc mon écran. Je vais le partager, ça ne va pas tarder. Voilà, partager. Ça va, tout le monde voit bien? Tout se passe bien? Pas du Pour l'in- tout. pour Oui, l'instant, je ne vois pas. vous voyez rien. Diable. Non. Partager. Non. On va recommencer. Partager, c'est là. Alors, partager, oui. Voilà, le changement est en cours. Ça va. Ouais, voilà pour quelques secondes. Je pense que ça va être terminé. Voilà. Copier le lien, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, copier le lien. Normalement, tu fais partager tout l'écran. Ouais, ben c'est ce qu'on a fait. Partager. Voilà, rouge là-haut. Eh oui, mais c'est fait. Mais c'est fait ça. Et Non, maintenant, on c'est a le le lien c'est le bouton vert en bas, Marie. Tout en bas. en vert, en bas, en vert, en bas. Ouais, ouais. Ouais. On ne le voit plus. Voilà. Ou si tu me l'envoies par mail, mais je sais pas, ce sera plus compliqué, Ah, mais ouais, oui, on le voit. On le voit. ça y est. D'accord. Oui, mais l'animateur a désactivé le partage. Non, c'est bon. On ne peut pas partager d'ici. Ah, ah, ah. On ne peut pas partager d'ici, Guillaume. Il est indiqué que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Moi, je ne suis pas une participante, je suis Oui, oui, l'animatrice. j'ai mis. On va s'en sortir. Normalement, ça devrait être possible. D'accord. Ça y est. Donc, si on recommence à partager l'écran. Ça y est. Hum. Remontage. Voilà. Là, c'est bon, non? Ah oui, c'est bon. C'est bon, là, hein? OK. On Oui. est bon, c'est parfait. Merci. Merci, Robert. Merci. Donc, voilà, tout le monde a accès à l'image. Alors, vous allez voir que je vais vous présenter un document relativement lourd,
qui va traiter de thématiques. Je suis partie de thématiques, la santé, le social et le handicap. C'est les trois grands thèmes. Je n'ai pas fait une approche chronologique. J'ai fait cette approche thématique et je suis partie quand même pas mal des difficultés que les gens rencontrent et qui, au cours de ces qu'ils ont au cours de ces dernières années exposées. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel moment de votre maladie vous en êtes, si vous êtes à un diagnostic récent, si vous avez déjà un long parcours de vie avec la maladie. Je ne sais rien de tout ça. Donc, vous allez voir que certaines diapositives vont vous paraître ennuyeuses ou ne vous concerneront pas, parce qu'elles concernent des personnes qui sont déjà très engagées dans le parcours de vie avec la maladie, et puis d'autres qui concernent davantage des personnes avec un diagnostic récent. Voilà, vous prendrez un petit peu ce qui vous convient, étant entendu que ce webinaire enfin, ce document, ce diaporama, vous le conservez et je reste à la disposition des personnes pour des explications. Je vais d'abord vous le présenter et ensuite nous aurons un temps d'échange. Merci de faire apparaître, d'indiquer vos questions et nous en discuterons. D'accord? Voilà. Donc, comprendre ses droits avec une maladie neuroévolutive telle que la vôtre. Peut-être d'abord, je voulais un petit peu vous rappeler, préciser, à travers à travers cette feuille, cette fleur, que nous avons en face de nous un grand nombre d'interlocuteurs. D'accord? Les droits sont multiples, les interlocuteurs sont nombreux, les dispositifs sont complexes. On n'a pas besoin de les utiliser tous, et en tout cas pas au même moment. Mais vous avez noté ce premier cercle-là, hein, concerne nos interlocuteurs principaux, les médecins, notre famille, notre entourage, des associations telles que la vôtre actuellement, la maison départementale des personnes handicapées, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale, la préfecture, surtout le conseil départemental, là, qui a un lien avec nous très important. Bien sûr, les hôpitaux, ça, et puis tous ces paramédicaux qui travaillent, dont on a besoin, hein, les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, et tous les autres médecins et les médecins spécialistes auxquels on aura à un moment ou à un autre la nécessité de faire appel. Et puis, dans le champ du travail, vous avez un gros pôle là, puisqu'en général, cette maladie nous percute relativement jeune et on est amené à avoir, à mettre en œuvre, à mettre en place dans des situations tout à fait inédites, des démarches que l'on soupçonnait même pas, hein, avec le médecin du travail, vous allez voir l'employeur, le référent handicap, et puis des organismes spécifiques dont je vous dirai tout à l'heure deux mots. Voilà. C'est donc pas c'est pas un travail centré sur le travail, parfois ou sur la vie professionnelle, hein, parfois j'en présente. Ici, on va embrasser un petit peu un grand nombre de droits pour nous familiariser avec eux. Voilà un petit peu comment j'ai organisé mon diaporama, avec d'abord en vous présentant quelques questions liées à la santé, ensuite au Code de la sécurité sociale, un grand nombre liés à la question du handicap, qui est un mot un peu violent, mais qu'il faut utiliser, qu'on est obligé d'utiliser dans notre contexte juridique, puisque c'est lui qui ouvre des droits. En fait, nous aurons aussi quelques questions liées à la retraite et puis aussi aux personnes, parce qu'à partir de 60 ans, nous sommes des seniors et nous entrons dans un autre ordre juridique. Bon, pour rappel, quelles sont les structures en lien avec la santé? Vous savez que notre système français repose sur les caisses primaires dans le domaine de la santé, sur les caisses primaires d'assurance maladie, avec le régime général, qui nous concerne presque tous maintenant, hein, et puis ce qu'on appelle la PUMA, la protection universelle maladie, qui complète, qui se substitue à la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'on n'est plus couvert. Par exemple, ben écoutez, par exemple, vous êtes indépendant, travailleur indépendant, vous perdez, votre entreprise ferme, vous êtes obligé de liquider votre affaire, eh bien, vous serez quand même couvert
vous serez couvert, vous aurez une protection qui sera assurée par cette PUMA. Et le passage de la caisse primaire d'assurance maladie qui nous couvre tous, hein, salariés, demandeurs d'emploi, titulaires du RSA, commerçants, artisans, libéraux, etc., vous voyez, français ou de nationalité étrangère, eh bien, basculera, si nous n'avons plus cette couverture-là, basculera automatiquement vers la PUMA. Donc, nous aurons toujours une protection sociale. Et à côté de ce grand régime de caisse primaire d'assurance maladie, il y a la MSA qui couvre les exploitants et les salariés agricoles. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous relèvent de ce régime. Et puis, il y a quelques régimes un peu particuliers, les régimes des fonctionnaires, puisque ce sont les fonctions publiques elles-mêmes ou à travers des organismes spécifiques qui gèrent l'assurance, ce qu'on a l'équivalent d'assurance maladie. Et il reste encore quelques régimes spéciaux hérités de l'histoire. Vous voyez, voilà, je vous laisse découvrir la RATP, les marins, le régime après des parlementaires, Assemblée nationale, Sénat. Quel est l'objet de ces structures? Quelle est leur fonction? À quoi servent-elles? Que va-t-on leur demander? Eh bien, on va leur demander une prise en charge et un financement de nos soins médicaux ou paramédicaux, et de l'attribution d'un revenu de remplacement pour l'essentiel. C'est à elle qu'on s'adressera pour avoir cette reconnaissance de l'ALD, l'affection de longue durée. C'est une bonne couverture puisqu'elle permet un remboursement des soins et des traitements. C'est un lien avec la reconnaissance de la maladie à 100%. Vous savez, il y a une trentaine de maladies pour lesquelles nous sommes donc pris en charge en termes de soins et de traitements à 100%. Hormis, bien sûr, il y a des choses qui nous échappent, qui échappent à cette reconnaissance, hein. L'ostéopathie n'est pas encore reconnue ou très peu, l'activité physique adaptée n'est pas reconnue, et puis les dépassements ne le sont pas davantage. Voilà. Ensuite, pourquoi va-t-on s'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie et aux autres? Pourquoi? Que va-t-on leur demander? Eh bien, on adresse les arrêts maladie, on leur adresse les arrêts maladie via nos médecins traitants, les temps partiels thérapeutiques, les demandes de pension d'invalidité. Et pour mémoire, je rappelle que lorsqu'on est dans une ALD, quand nous avons été reconnus en affection longue durée, nous allons pouvoir être indemnisés durant 3 ans. C'est à la différence de la maladie ordinaire où l'indemnisation dure qu'un an. Ici, l'indemnisation des arrêts maladie durera 3 ans. Et puis, ça sera le cas échéant pour les salariés ou des fonctionnaires complétés. Ces indemnités seront complétées par une indemnisation complémentaire prévue ou par la loi ou par la convention collective de travail applicable à l'entreprise. Alors l'intérêt, si vous voulez, ça je vais en reparler après, de cette indemnisation, c'est qu'il y a en pareil cas un seul délai de carence. C'est-à-dire que le premier arrêt maladie en lien avec notre pathologie va ouvrir droit, ou plutôt va nous pénaliser, puisque pendant 3 jours ou un jour dans la fonction publique, nous ne serons pas rémunérés. C'est ça qu'on appelle le délai de carence. Mais ensuite, pendant 3 ans, nous ne le supporterons plus. Et je vous parlerai du renouvellement un peu plus tard. Donc, on revient au diagnostic. Après l'annonce du diagnostic, on vient d'être diagnostiqué par notre neurologue ou notre médecin spécialiste. On va s'adresser au médecin traitant. C'est lui qui va reconnaître l'ALD. Moi, je vous ai dit la SEP parce que je suis une patiente sclérose en plaques, mais ça vaut naturellement, la même chose vaut pour votre maladie. Il y a une reconnaissance en ALD. Quel est l'intérêt de faire cette reconnaissance? Eh bien, elle va permettre au médecin d'établir un protocole de soins. Il y aura une mise à jour naturellement matérielle de la carte vitale qui attestera de l'existence de cette affection longue durée, qui nous permettra donc qui va faciliter les rendez-vous et le règlement des spécialistes, qui prévoira pour ces spécialistes, dans le cadre de ce protocole de soins en lien avec d'autres maladies, un remboursement des soins à 100%.
étant entendu qu'on a toujours les franchises et puis quand même des honoraires qui, eux, ne sont pas pris en considération. L'intérêt aussi, pour nous qui avons quand même pas mal de soins, avec bon, des examens médicaux réguliers, des bilans, des soins de rééducation, de la kinésithérapie, pas forcément à la porte du domicile, c'est un remboursement des frais de transport en lien avec notre maladie. Et puis, donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'indemnisation des arrêts maladie durant 3 ans. Juste pour votre information, on me pose souvent la question de la différence entre cotisation sociale et contribution sociale. Les cotisations, c'est qui vous est retenu chaque mois sur vos bulletins de salaire. Vous voyez, le chômage, la pension retraite, maladie, tout ça, et qui va permettre le remboursement, cette cotisation qui est prélevée sur vos salaires bruts, va ouvrir droit à des prestations. Dans ces prestations, on a le remboursement des soins, on a les allocations de chômage, les prestations CAF, les pensions vieilles, les retraites, etc. Et elles sont à la charge soit uniquement de l'employeur, soit de l'employeur et du salarié, parce que nous, quand même, nous payons aussi ces cotisations, nous réglons aussi ces cotisations, qu'on peut distinguer de ce qu'on appelle les contributions. Les contributions sociales, c'est en fait un impôt qui est prélevé sur le salaire et qui va être affecté au financement de la protection sociale. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la CSG, la RDS. C'est la contribution sociale généralisée, la CRDS, euh, ça veut dire à peu près la même chose, je ne me souviens plus très bien. Mais là, c'est nous seuls qui les paierons, nous les salariés, hein, à hauteur la CSG de 9,2% et la RDS, remboursement de la dette sociale, à hauteur de 0,5%. Donc, nous avons nous aussi des cotisations et des contributions à régler chaque mois qui sont importantes. Puis vous avez aussi par d'autres contributions, comme la journée de solidarité, qui sont à la charge de l'employeur, mais que l'on verse en fonction qui sont versées par l'employeur en fonction de notre travail. J'ai mis ici l'assurance de prêt, puisque l'assurance de prêt a un lien avec la maladie. Vous voyez, lorsque vous présentez une demande de prêt, on vous demande une assurance, d'accord? On vous demande d'être assuré. C'est ce que demandent les emprunteurs. Et il existe une convention qui s'appelle AERAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, puisqu'avec notre maladie, nous ne sommes pas considérés comme des personnes lambda. Voilà. Les assureurs considèrent qu'avec tout, ils courent un risque particulier. Donc, ils vont avoir des exigences. Par exemple, nous poser des questionnaires de santé. Vous avez ça hein, dans la plupart des demandes de prêt. Vous avez des questionnaires de santé auxquels il va falloir répondre. Vous avez aussi, souvent, on n'est pas assuré pour l'invalidité, on ne sera assuré que pour le décès. Il y a tout de même, depuis une loi de 2022, il y a une dérogation à ça. Si on emprunte dans le cadre d'un achat immobilier, le législateur a indiqué que l'assureur n'avait pas d'informations sur notre état de santé à nous réclamer. Donc, pas d'informations sur notre état de santé, sous deux conditions, à condition que le crédit ne dépasse pas 200 000 euros par personne et que l'échéance de l'assurance soit assurée avant l'âge de 60 ans. Donc 200 000 euros par personne et remboursé avant l'âge de 60 ans. Sous ces deux limites, l'assureur, l'emprunteur n'a pas d'informations sur notre état de santé à réclamer. D'accord? Je ne sais pas, je n'ai pas eu encore trop d'écho de l'application de ce texte. En tout cas, ça signifie que on a été diagnostiqué avec une ALD, on a intérêt quand même à bien anticiper la question de l'emprunt et de l'assurance, de constituer plusieurs dossiers, le cas échéant. On peut aussi, il y a d'autres solutions, faire appel à un courtier en assurance ou si on est vraiment confronté à un refus, d'envisager des solutions alternatives que je cite par acquis de conscience, mais bon, qu'il faut quand même, je pense, éviter. Voilà, je voulais dire deux mots de cette question.
parce qu'elle se pose concrètement souvent aux gens. Il y a une autre question qui se pose régulièrement, c'est celle de l'indemnisation des absences pour aller suivre nos rendez-vous médicaux. D'accord? Rencontre avec le médecin, perf, bilan, etc. Comment ça se passe lorsqu'on est salarié dans le secteur privé ou dans la fonction publique? Dans le secteur privé, il y a un texte qui prévoit expressément une autorisation d'absence. L'employeur, avec l'information donc sur ce rendez-vous, avec l'indication sur le rendez-vous, doit nous autoriser à nous absenter. Mais le Code du travail n'institue pas une rémunération. Il y a des articles dans le Code du travail qui prévoient des congés avec des indemnisations. C'est le cas pour les congés annuels, pour l'arrêt maladie, pour la RTT, pour des congés aussi, vous savez, pour les congés, ce qu'on appelle les congés personnels, enfants malades, mariage, décès. Ouais, là, il y a une indemnité qui est prévue par le Code du travail. Ici, non. Donc, que va-t-on faire? Eh bien, si on veut être rémunéré, on va devoir utiliser un arrêt maladie, un jour ou un demi-jour de RTT en fonction des nécessités, ou un congé annuel, ou encore quelque chose qui peut se produire, qui est parfois accepté dans certaines entreprises. C'est une modification exceptionnelle de nos horaires de travail. Voilà, on ne peut pas travailler tel matin. On demande à être dispenser du travail ce jour-là, et puis on récupérera, on rattrapera ce travail-là à un autre moment, où on sera indemnisé. Voilà. Dans la fonction publique, c'est pas très différent. Bon, il n'y a aucun texte, certes, il n'y a pas de disposition, mais de fait, euh, les autorisations d'absence sont accordées, voyez, mais là aussi, pas de rémunération. Et pour être rémunéré, eh bien, il va falloir poser là aussi un jour ou un demi-jour de RTT, un jour ou un demi-jour de congé annuel, ou alors un jour de congé de longue maladie fractionnée, ou demander une modification exceptionnelle de nos horaires de travail. Mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça. C'est évident, on sera autorisé, mais le problème, c'est l'indemnisation. On revient sur cette affaire de perception, de durée de perception des indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, pour information, je vous précisais que lorsqu'on n'est pas dans LD, ce n'est pas notre cas, mais pour votre information, hors affection de longue durée, on peut percevoir des indemnités journalières maladie pendant 360 jours, par période de 3 ans. Mais l'assuré donc peut pas percevoir au titre de une ou plusieurs maladies plus de 360 jours d'indemnité journalière. Par contre, lorsqu'on est en arrêt de travail suite à une affection longue durée, notre situation, la durée la durée maximale de versement des indemnités journalières est de 3 ans. Pendant 3 ans, nous allons pouvoir percevoir des allocations des indemnités journalières. Si on reprend le travail pendant au moins un an, au-delà des 3 ans, par exemple, on a été absent 3 ans. Il faut qu'on reprenne le travail durant un an, à temps complet, pour pouvoir bénéficier à nouveau d'une autre indemnisation pendant 3 ans. Il y a une dérogation, mais je vous laisserai ce document que vous pourrez lire attentivement. Il existe une dérogation à cette période effective de travail de un an. C'est pour les assurés qui sont reconnus en affection de longue durée et qui ont bénéficié de moins de 360 jours d'IJ, d'indemnité journalière maladie, sur une période de 3 ans. Alors, eux, ils disposent d'un reliquat. Mais tant que vous avez, au cours des 3 années précédentes, pris que 200 jours de maladie. Vous avez donc 360 au moins 200, il vous reste 160 jours. Ce reliquat, vous pourrez l'utiliser au-delà de la période de 3 ans. Voilà. C'est une question qui se pose assez régulièrement pour les personnes qui ont eu des périodes importantes d'arrêt de travail au cours des années précédentes et qui s'interrogent sur la possibilité d'un revenu à couverture, voyez.
Pour les travailleurs indépendants, il y a aussi ces questions qui sont très régulières qui sont posées. Les travailleurs indépendants, aujourd'hui, ils ont les mêmes droits que les salariés. D'accord? Ils ont droit aux arrêts maladie, ils ont droit au temps partiel thérapeutique et ils ont du droit au versement d'une pension d'invalidité comme les salariés de droit privé. Et depuis 2 ans, me semble-t-il maintenant, il y a un dispositif d'accompagnement qui a été mis en place par l'URSSAF, la CAF, la Caisse primaire d'assurance maladie et la CARSAT, qui s'appelle HELP. Hébergement, écoute, liaison, prévention. C'est pour venir en aide aux travailleurs indépendants qui, la plupart du temps, sont très, très mal informés sur leurs droits. Voyez? Et là, il y a une plateforme qui a été créée, un questionnaire sur votre page URSSAF, à vous, travailleurs indépendants, qui vous permet d'accéder directement et très simplement à un questionnaire. Sur ce questionnaire, vous pourrez poser vos interrogations et on vous répondra. Voilà, soit ça sera une réponse directe, ça sera une orientation, mais je connais pas mal de personnes, quelques personnes qui ont utilisé ce système et qui le trouvent très intéressant. C'est une avancée sur la question de l'information des travailleurs indépendants. Effectivement, c'est une sacrée avancée, ça. Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais. Vous avez aussi quand même pas mal de gens qui sont confrontés, qui sont en désaccord avec une décision qui a été prise par la Caisse primaire de sécurité sociale. D'accord? Il y en a, je trouve, pas mal. Donc, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de rappeler des règles qui sont pas compliquées. Vous voyez, les recours. Quels sont les recours lorsqu'on vous a opposé un refus, lorsque la Caisse primaire vous refuse un droit? Eh bien, on peut le contester. Et on peut le contester devant ce qu'on appelle une commission médicale de recours amiable. Ça, c'est comme un peu, on en parlera tout à l'heure du rapport avec la Maison départementale des personnes handicapées. Cette commission médicale, c'est une instance qui est préalable à la saisine du tribunal. Et la procédure est relativement simple, vous voyez. Lorsqu'un désaccord médical surgit, vous écrivez à la caisse primaire avec une copie de la décision et vous indiquez les raisons qui vous conduisent à contester leur décision. Il va y avoir donc un échange d'informations. Et puis, cette commission médicale va prendre un avis. Mais cet avis est intéressant parce qu'il va s'imposer à l'organisme, à la CPAM. Voyez? Et la décision sera prise dans les 4 mois suivant l'introduction de votre recours. Étant entendu que s'ils ne vous répondent pas dans les 4 mois, ils rejettent votre demande et à ce moment-là, il faudra saisir le tribunal judiciaire. Je précise quand même que les honoraires et les frais liés au médecin et à l'examen de votre recours sont à la charge de la CPAM, ce n'est pas la vôtre, hein, d'accord? Voilà. Mais n'hésitez pas et faites-vous aider. Faites-vous aider dans ce cadre-là. En cas de contestation, on a déjà quand même notre maladie, on a plein de choses à gérer. Si on est en désaccord, ce qui est notre droit, faites-vous aider par vos associations, d'accord? Voilà. Ou par une organisation syndicale si vous êtes salarié. Je vais maintenant passer, si vous voulez, au troisième volet de ma présentation. C'est le handicap, la maison départementale des personnes handicapées. Lorsqu'on parle handicap, on s'adresse à une structure qui est cette maison départementale des personnes handicapées, qui est un guichet unique avec sa fonction donc qui est d'accueillir, d'accompagner les personnes qui ont une maladie chronique au départ. Ils ont une maladie chronique, d'évaluer leur situation et parce que cette maladie a une incidence dans leur vie de tous les jours, dans l'environnement, elle va prendre des décisions. Ce n'est pas la situation de la maladie. Vous comprenez, ça ne suffit pas d'être malade pour saisir la maison départementale des personnes handicapées. Il faut que la maladie ait ce qui est souvent le cas dans la maladie chronique, elle ait des répercussions dans la vie, dans la manière de travailler, de vivre, d'évoluer dans la cité,
Euh, ouais, voilà. Et dans notre vie personnelle, professionnelle, familiale. Et c'est sur l'analyse de nos besoins dans ces contextes-là que la maison départementale des personnes handicapées qui va analyser nos limitations. Nous sommes des personnes limitées dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. C'est pas de notre faute, c'est le contexte qui est, qui n'est pas adapté à notre situation. Il va analyser, la maison départementale va analyser nos limitations et proposer un projet personnalisé de compensation. Elle n'a pas une compétence générale, la maison départementale des personnes handicapées. Elle ne va pas nous proposer une aide financière directe. Vous voyez, elle ne va pas nous proposer une somme d'argent, comme pourra le faire le conseil départemental ou l'assistante sociale de proximité, qui pourra vous accorder une aide, un secours, parce que vous êtes en difficulté passagère ou moins passagère. Voilà. Mais en tout cas, elle ne peut pas faire ça. Elle ne va pas pouvoir non plus faire une recherche directe de logement, pas plus qu'une recherche directe d'emploi. Voilà. Elle va travailler, ce qu'elle va vous accorder va vous aider à faire ces recherches, mais ce n'est pas elle qui va le faire. Et puis le secours juridique, ce n'est pas non plus elle qui va le mettre en œuvre, en place. Ça sera les secours juridiques, eh ben, c'est les associations, voilà, c'est les syndicats, c'est votre avocat, enfin, voilà, des choses comme ça. On va un petit peu rentrer dans le détail. Cette maison départementale des personnes handicapées, elle va prendre des décisions via sa structure décisionnaire qui est la Commission des droits et de l'autonomie. La Commission des droits et de l'autonomie, c'est une équipe de personnes, là-dedans il y a des fonctionnaires du conseil départemental, des administrations d'État, des personnes qualifiées, des personnes représentant les associations de patients, des personnes représentant des parents d'élèves. Vous voyez, c'est un groupe de personnes qui va prendre des décisions à partir d'éléments qui seront examinés, à partir d'éléments médicaux qui seront examinés et qui lui permettront de déterminer un taux d'incapacité. Ce taux d'incapacité, donc, on peut le résumer en trois parties. Il y a les moins de 50%, c'est vraiment, le handicap est très modéré, faible. De 50 à 79, il est de mémoire important. Et à partir de 80 et plus de 80, il est grave, c'est très sérieux, grave, vous voyez. Et c'est surtout ce 80% qui ouvre beaucoup de droits, mais qui n'est pas simple à obtenir. Et là, dans ces taux d'incapacité, déterminés donc par la Maison départementale des personnes handicapées à partir du dossier MDPH dont nous parlerons tout à l'heure, ce taux-là n'a rien à voir avec les catégories d'invalidité retenues par la caisse primaire d'assurance maladie. Parfois, vous entendez parler de pension d'invalidité, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. C'est tout à fait distinct de ce taux d'incapacité parce que les taux d'invalidité de la caisse primaire, eux, sont fixés par la caisse primaire et en particulier par le médecin conseil de la caisse primaire, à partir lui aussi d'éléments médicaux, mais qui relèvent d'une grille d'évaluation qui est tout à fait distincte de la grille d'évaluation de la MDPH. Voilà. On a des textes tout à fait différents, tout à fait distincts, et qui ne vont pas entraîner les mêmes droits. On revient à la maison départementale des personnes handicapées. Il y a ce taux d'incapacité, voyez, qu'il faut bien distinguer juridiquement de la reconnaissance du handicap. Parce que la reconnaissance du handicap a été définie par une loi du 11 février 2005 comme, est considérée comme handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie par une personne en raison d'une altération substantielle, durable, définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. C'est ça qui va définir le handicap. Le handicap existe dans un environnement. Il n'existe pas parce que nous avons une maladie, il existe parce que cette maladie provoque des troubles qui auront une répercussion sur notre vie.
Le taux d'incapacité, lui, il n'a qu'une fonction. Il est déterminé là aussi il est déterminé donc par la Maison départementale des personnes handicapées. Il va permettre à cette structure de déterminer notre éligibilité, notre droit à certaines prestations. Par exemple, vous voyez, pour obtenir cette fameuse carte mobilité, inclusion, invalidité, il vous faut avoir un taux d'incapacité à 80%. Mais vous avez par contre des prestations comme la PCH qui n'est pas strictement conditionnée par un taux d'incapacité. De même pour les enfants, vous pouvez avoir un taux d'incapacité inférieur à 50% et puis après bénéficier d'un projet personnalisé de scolarisation. Tout est, voilà, tout est analysé strictement. Voilà la première page donc de ce document que vous devez la plupart connaître, la demande que l'on adresse à la MDPH, dossier unique, hein, qu'il s'agisse d'adultes, d'enfants, quelle que soit la cause de notre invalidité, quelle que soit la maladie, une maladie ou un accident de la route, de la circulation, c'est pareil d'ailleurs, de la vie, une maladie, peu importe, la vie privée, la vie scolaire, la vie professionnelle, c'est le même document qui comporte un grand nombre de pages. Vous avez vu, alors il est composé de deux parties. Il y a la partie administrative que vous allez compléter et puis la partie médicale qui va être complétée par votre médecin. Dans ma maladie, moi, la sclérose en plaques, hein, on aime bien que la première fois, la première demande soit complétée par un spécialiste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît parfaitement la maladie, ses atteintes, les troubles qu'elle provoque, et qui nous paraît le mieux à même de remplir ce dossier médical extrêmement important. Il y a un deuxième médecin qui connaît bien ça, c'est le médecin rééducateur. Dans les centres de rééducation, on a aussi la possibilité donc de le faire compléter par un médecin rééducateur qui lui aussi perçoit bien, comme parfaitement, même, je dirais même mieux peut-être que le neurologue parfois, les troubles, les incapacités, les déficiences, les ennuis que nous causent ces maladies. Voyez? Donc ça, il faut remplir le dossier médical avec beaucoup de soins. Maintenant, il y a des médecins traitants qui connaissent parfaitement votre maladie, hein. Là, ils ont une rémunération pour ça. Il y a une visite spéciale MDPH qui permet aux médecins traitants de compléter le dossier. Après, et puis, c'est vrai que les deuxièmes, troisièmes, etc., s'il y a des renouvellements, eh bien, il pourra aussi les compléter. Et puis, vous avez aussi la partie administrative. Vous verrez que dans cette partie administrative, je ne l'ai pas fait apparaître là, vous avez ce qu'on appelle le projet de vie. Ce projet de vie, c'est le deuxième élément qui doit être complété avec beaucoup de soins. Il doit faire part de vos besoins. Quels sont vos besoins? Vous comprenez? Si vous demandez, par exemple, un aménagement de votre véhicule, eh bien, il faudra faire apparaître que vous n'êtes pas, ça avec un avis médical qui le corroborera, ou que vous n'êtes pas en capacité de conduire avec une voiture lambda, mais que vous avez besoin d'aménagement, par exemple, une boule au volant ou d'autres aménagements pour pouvoir aller ou travailler ou chercher vos enfants à l'école ou donc faire tout ce que vous avez à faire. Vous êtes éloigné d'un centre de soins, vous ne pouvez pas vous déplacer seul. Vous avez besoin d'un véhicule. Si vous avez besoin, par exemple, d'un aménagement de votre salle de bain, il faudra expliquer que vos troubles ne vous permettent pas de vous déplacer dans votre baignoire, que vous risquez d'être mis en danger. Voyez. Il faudra décrire un petit peu la baignoire, il faudra décrire votre appartement. Il ne faut pas qu'il soit trop ancien, hein. Vous voyez, il ne faut pas qu'il soit trop ancien pour pouvoir bénéficier de cette aide, mais en général, bon, vous demandez à rencontrer une ergothérapeute, un ergothérapeute, et là, l'ergothérapeute, pardon, va faire une bonne analyse de vos besoins. De, ça complète bien ça complète bien votre demande.
Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut faire avec beaucoup de soin. Si vous avez besoin, moi, je ne sais pas, après, on peut avoir besoin de tas de choses dans la vie, d'un éclairage, de trucs comme ça, de rampes, d'une accessibilité, parce on a des escaliers qui amènent chez soi, dans son immeuble, et on n'a pas une. On a du mal à monter les escaliers, on a besoin d'une rampe, des choses comme ça. Il faut le demander. Voilà, il faut bien indiquer chaque fois ses besoins. Quand vous faites une demande, vous avez donc deux parties, la partie médicale et la partie sociale. Le médecin va compléter la partie médicale, l'assistante sociale va vous compléter la plupart du temps va vous aider à compléter la partie sociale ou une association de patients. Il y a des associations qui sont dédiées à ça. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, nous avons ici une association qui est d'accord avec, qui est validée, dans la compétence est validée par la MDPH pour nous aider à compléter nos demandes sociales, nos demandes. Ça ne suffit pas, c'est pour ça que plein de personnes, d'autres associations sont aussi interviennent là aussi à ce sujet. Ce formulaire médical, il est valable pendant 12 mois. Mais il faut continuer là. Une fois que vous avez un certificat médical, il faut continuer à faire votre demande, vous voyez, et votre demande sociale, le dossier administratif. Tout ça, c'est envoyé à la FDPH qui, via sa CDAPH et son équipe d'évaluation, parce que les décisions, elles sont prises par une équipe, elles ne sont pas prises par la commission départementale d'accès au droit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les décisions sont proposées, sont étudiées, sont évaluées par des professionnels. Là-dedans, en fonction de la demande, vous avez des ergothérapeutes, des psychologues du travail, des assistantes sociales, vous voyez, toutes sortes de personnes des médecins, qui ont une compétence pour évaluer vos besoins, faire transmettre le dossier à la CDAPH qui, elle, va fournir un avis. D'accord? Cet avis, il va vous être donc communiqué sous forme écrite. Soit c'est un accord, vous avez obtenu un accord sur ce que vous demandiez en termes d'aménagement du domicile, d'allocation, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il n'y a pas de souci. On vous oppose un refus. On ne vous autorisera pas, par exemple, à utiliser le stationnement vous savez, les places stationnement. Voilà. Tout ça, c'est contestable. Vous pouvez les contester. Pour les contester, avant de saisir le tribunal de grande instance ou le tribunal administratif, là, la compétence, elle figure expressément dans la décision, qui est chaque fois une décision écrite. Il faut présenter une demande de ce qu'on appelle un rapport, recours administratif préalable obligatoire. Il est obligatoire de présenter un recours administratif devant la MDPH, d'accord? Ou aussi, vous pouvez solliciter une médiation ou une conciliation. Et vous devez le faire dans le délai des 2 mois pour ne pas être après privé de la possibilité de faire un recours devant les tribunaux. Là, voilà, là aussi, vous faites aider, vous faites compléter vos demandes, vous regardez où ça a pêché. C'est sûr que si vous pouvez gambader 2 kilomètres, vous n'aurez pas la possibilité de demander une carte de stationnement. Parce que pour bénéficier de la carte de stationnement, il faut que votre périmètre de marche ne soit pas supérieur à 200 mètres. OK? Ça, c'est dans le document, c'est évalué ainsi par ces personnes-là, les ergothérapeutes et autres personnes compétentes, en fonction d'une grille, d'un document qui est très très détaillé et qui est porté dans le code de l'aide sociale et des familles. Très bon. Alors, les associations aujourd'hui contestent beaucoup ces documents parce qu'ils datent maintenant, ils datent de plusieurs années. Aujourd'hui, il y a des progrès qui ont été faits, notamment dans le champ des aménagements de véhicules ou de fauteuils aussi, hein, etc. Parce que on n'en a pas parlé, mais on rentre bien dans ces critères-là, hein. Donc, tout est contestable. Tout est contestable. Mais si vous contestez, faites-vous aider. Faites-vous aider par une association. On a de plus en plus de juristes quand même. On est en lien de plus en plus avec des juristes et on essaie de développer cette fonction-là d'aide, hein. Voilà. On en reparlera après si vous avez des questions. Quelles sont
les fonctions de la MDPH, ben, elle va nous accorder des droits. D'abord, ce qu'on appelle la reconnaissance administrative du handicap, avec les cartes, les trois cartes, hein, les cartes mobilité, inclusion, priorité, stationnement, invalidité. Priorité, c'est bon, elle est accordée à partir du moment où vous avez une difficulté, une fatigue importante, une difficulté à rester debout dans les salles dans les salles n'importe où, dans les bus, dans les métros, dans les caisses, tout ça. Vous voyez, le stationnement, on en a parlé tout à l'heure. L'invalidité, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut que l'invalidité, soit on en reparlera, soit égale à 80%. Puis il y a là ce qu'on appelle la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui, dans notre qualité de salarié, enfin, de demandeur d'emploi, de salarié, de fonctionnaire, de travailleur indépendant, etc., nous ouvre bien des droits, nous en reparlerons. À côté de cette reconnaissance, il y a ce qu'on appelle les aides à la personne. Avec, là, on est oui, dans des attributs, dans des aides, l'allocation pour adultes handicapés, l'AH, la prestation de compensation du handicap, nous reviendrons dessus aussi, puis l'allocation d'éducation pour enfants handicapés. Nous avons aussi la possibilité, dans les fonctions de la MDPH, d'obtenir des orientations en termes de formation. Mais aujourd'hui, Pôle emploi occupe un poste très important, se substitue en partie à la MDPH sur ce point. Et puis aussi, il y a des orientations pour les personnes qui sont en très grande difficulté, en perte d'autonomie, vers un établissement ou un service médico-social. Nous reviendrons là-dessus aussi. La carte mobilité inclusion, donc on a parlé des niveaux, la carte de priorité, les cartes d'invalidité, incapacité supérieure à 80, la carte d'invalidité, incapacité égale ou supérieure à 80 avec un besoin d'accompagnement qui apparaît distinctement dans la carte elle-même. Là, on ne peut pas on est en perte d'autonomie, on ne peut pas se déplacer sans un accompagnant. Et puis, vous avez la carte de stationnement prioritaire. La première ouvre droit donc à des priorités sur les files d'attente, la possibilité de bénéficier d'une place assise dans les transports en commun, et puis d'être prioritaire sur des guichets réservés aux personnes en situation de handicap, où il est si difficile malgré tout de faire valoir ses droits. Dans les musées aussi, on l'a souvent, la plupart du temps, maintenant, cette carte suffit pour passer en priorité et ne pas faire des longues files d'attente. Vous avez donc dans les cartes qui ouvrent beaucoup de droits, c'est la carte invalidité, incapacité, égale ou supérieure à 80%. Outre les priorités, elle ouvre aussi une priorité dans les logements sociaux dont nous reparlerons tout à l'heure avec le DALO. Elle a un intérêt fiscal parce qu'elle nous permet de bénéficier d'une demi-part supplémentaire une part supplémentaire, une demi-part supplémentaire dans notre déclaration d'impôt. Vous savez, vous vivez seul, vous avez une part, vous vivez deux, vous avez deux parts. Vous avez cette carte d'invalidité incapacité supérieure à 80% et vous avez une part et demie. Donc, elle a un intérêt fiscal, vous payez moins d'impôt sur le revenu. Et aussi, je pense, c'est même sûr, sur la taxe foncière. D'accord? Vous avez droit aussi, en tout cas dans de nombreuses villes, au droit des transports locaux spécialisés. Ici à Marseille, on a un service dédié de la RTM qui est très, très chouette parce qu'il vous permet de vous déplacer depuis votre domicile jusqu'au lieu qui vous intéresse en choisissant vos horaires sous réserve, compte tenu de son succès et du nombre de personnes en situation de handicap, sous réserve d'une réservation à l'avance. Vous avez aussi des tarifs réduits dans les transports. Dans la SNCF, votre accompagnant, si vous prenez le TGV, par exemple, ne paiera pas sa place. Vous voyez, si vous avez cette carte-là. Et puis, vous avez des aides à l'aménagement du logement. Pour la carte de stationnement, je vous ai dit deux mots tout à l'heure, hein. C'est vraiment cette perte d'autonomie au-delà de 200 mètres. C'est l'impossibilité d'être autonome sur plus de 200 mètres. Voilà. Et là, vous aurez la possibilité de bénéficier de places réservées et aussi de la gratuité
de la gratuité des places sur les emplacements publics. Ça, très intéressant aussi. Voilà. Aujourd'hui, on accorde des droits à vie à la MDPH en fonction donc du taux d'incapacité. Vous voyez, l'AAH, si vous avez un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, ça signifie la structure considérera que vous avez une limitation d'activité qui n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Ça ne pourra pas aller mieux. Donc, vous aurez l'AH, l'allocation adulte handicapé à vie. La RQTH, vous pourrez aussi, depuis 2020, et ça dans nos pathologies, on le voit pas mal quand même, l'obtenir à vie dès lors que le certificat médical, là aussi complété par nos médecins, permettra de considérer qu'il y a altération définitive de certaines de nos fonctions, réduisant ainsi nos possibilités de nous maintenir dans l'emploi. C'est allégeant aussi. Le fait d'avoir cette RQTH à vie, ça allège quand même nos démarches. De même, il en est de même pour la CLM invalidité, donc celle qui permet d'obtenir beaucoup de droits. Si le les certificats médicaux permettent de considérer que notre activité et pas, nos limitations, pardonnez-moi, ne sont pas susceptibles d'évoluer favorablement, eh bien, nous aurons là aussi une décision à vie. De même pour la prestation de compensation du handicap, le dossier médical, vous avez vu combien il est important, permet de considérer que notre état de santé n'évoluera pas d'une manière positive. Si on est confronté à une opposition, à un refus de l'administration de donner suite à une de nos demandes, on a la possibilité d'engager, au-delà du RAPO, donc de ce recours administratif préalable obligatoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous avons la possibilité de saisir le tribunal. D'accord? C'est le tribunal judiciaire, mais vous verrez, ça c'est indiqué dans les décisions, hein, pour des refus d'allocation d'adultes handicapés, de prestations de compensation du handicap, de CMI, de carte mobilité, invalidité, priorité. Mais par contre, pour la carte mobilité, stationnement, ça sera le tribunal administratif, ça sera un peu plus lourd. Voilà. Et vous avez donc des situations où pour la RQTH, c'est le tribunal administratif, mais enfin, moi, je n'ai jamais vu de RQTH refusé avec nos maladies, hein. Mais en fait, il faut savoir que ça existe aussi. Voilà. En fonction, parce que lorsque c'est le président de la MDPH qui prend la décision, on considère que c'est une décision qui relève ensuite, en termes de contentieux, du tribunal administratif. Lorsque c'est la commission qui décide, c'est le tribunal judiciaire. Alors, quel est le formalisme devant le tribunal judiciaire, devant le pôle social du tribunal judiciaire? C'est pas très compliqué, vous voyez. Il faut présenter, c'est un exposé. On prend toutes les pièces relatives au dossier, naturellement, et on va présenter sa demande. On peut se faire aider, hein. On peut se faire aider, se faire assister. Mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire par une organisation syndicale, par une organisation de salariés, je vais dire, par une association ouais, de salariés, aussi par une organisation syndicale. Voilà. Et par un avocat, c'est intéressant, mais veillez, regardez si vous bénéficiez bien de l'aide juridictionnelle peut-être au départ, hein, parce que là, sinon, il faudra payer l'avocat. Il y a certaines affaires où vraiment ça vaut le coup. Renseignez-vous bien chaque fois. C'est une procédure orale, hein, donc vous n'avez pas à écrire des conclusions. Et puis, bon, ben, c'est le principe du contradictoire. Il va y avoir des échanges de documentation entre les parties et il y aura un exposé des arguments, un avis médical nouveau peut-être, mais pas systématique. Dans tous les cas, vous attendrez le délibéré avant éventuellement de faire appel. Mais là, bon, vous verrez après, vous avez la possibilité donc de vous faire assister au-delà par un avocat. On revient. J'espère que ça va pour vous. Je n'ai pas d'écho. J'espère que ça va. Nous en parlerons tout à l'heure. Tout va Nous bien, c'est avons, parfait. parfait. Nous avons la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle est indépendante du taux d'incapacité.
Dans nos maladies, enfin, je pense qu'il en est de même que pour la sclérose en plaques, on l'est accordé dans le cadre d'un examen normal, c'est d'une procédure simplifiée. Il n'y a pas de passage en commission. Voilà, on va demander une procédure simplifiée. Vous le voyez, sa procédure simplifiée dans le document de la MDPH. Elle est intéressante. Elle est pas facile à faire, cette reconnaissance de travailleurs handicapés. Elle n'est pas facile parce que les mots utilisés sont lourds. Handicap. Handicap, c'est un mot qui est lourd, comme invalidité, comme incapacité, comme inaptitude. On est confronté dans cette vie avec la maladie chronique à un vocabulaire plombant, à des mots durs. Et pourtant, dans le droit français, pour ouvrir des droits et favoriser notre accès et notre maintien en emploi, il est bien de la demande. On la demande, on en informe, on la demande. Et on en informe ensuite personne. On garde cette reconnaissance vers soi. On ne la fournira à l'employeur, par exemple, que si on en a besoin. On est salarié dans une entreprise. On a une sclérose en plaques ou votre maladie, je ne me souviens jamais du nom, excusez-moi, euh, de, on n'est pas obligé, on ne déclare pas sa maladie dans une entreprise, c'est une question personnelle, la maladie, d'accord? Si à un moment, on est en difficulté, on sent qu'on ne peut pas travailler au même rythme, on a besoin d'aménagement, on a besoin, par exemple, d'une luminosité particulière, on a besoin d'un ordinateur à résonance vocale, on a besoin d'être installé à proximité des toilettes, on a besoin je sais pas moi, d'une accessibilité parce qu'on a des difficultés pour marcher. On a la canne, ben, ça suffit pas pour les escaliers. On a besoin de trucs vraiment d'accessibilité. Eh bien, il est bien d'être reconnu travailleur handicapé à ce moment-là parce qu'on va avoir un suivi, on va pouvoir bénéficier d'un soutien spécifique par le médecin du travail. C'est lui qui va désormais nous suivre. C'est lui qui, si on en a besoin, s'il a besoin de l'avis d'organismes spécialisés comme Cap Emploi, dont vous avez peut-être entendu parler, avec ces professionnels, Cap Emploi, c'est quand même derrière des gens qui ont une super compétence dans le champ du handicap. Il y a des ergothérapeutes, euh, des ergonomes, des médecins, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des psychologues du travail. Vous voyez, il y a tous ces gens-là qui ont une compétence toute particulière dans le champ du handicap. Ils vont pouvoir soutenir le médecin du travail et ils vont pouvoir faire financer d'éventuelles aides, d'éventuels aménagements matériels de votre espace de travail par l'AGFIP si vous êtes dans le secteur privé ou le FIP si vous êtes dans les fonctions publiques. L'AGFIP, c'est un fonds, le fonds de gestion de l'emploi des personnes en situation de handicap qui recueille, enfin, le recueil il est fait par l'URSSAF, mais ensuite qui reçoit, lui, les, le, comment dirais-je, les sommes versées par les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. Vous savez, aujourd'hui en France, l'emploi des travailleurs handicapés se développe. Il se développe, mais un peu plus doucement que ce qu'on souhaiterait. Il y a quand même plus de 1,1 million personnes qui travaillent, qui travaillent. Il y a beaucoup de gens, je ne sais plus combien il y a de personnes, moi, ça a été divisé par deux, mais il y a encore beaucoup, je crois 500 000 personnes qui sont demandeurs d'emploi. Et c'est important pour elles. Et il y a surtout un tiers seulement des entreprises qui respectent complètement leur obligation d'employer des personnes en situation de handicap. Un grand nombre respectent en partie. Dans le secteur privé, vous savez que les entreprises à partir de 20%, de 20 salariés, doivent recruter des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de l'effectif. Si elles ne le font pas, ou si elles ne le font qu'en partie, elles auront une punition, elles auront une sanction, une amende, qui va ici maintenant, là, à partir de 2024, singulièrement augmenter. Singulièrement augmenter parce qu'il y a eu toute une période d'aménagement, de possibilités pour les entreprises de trouver des trucs, des astuces plus ou moins intéressantes pour échapper en partie
à cette contrainte, mais à partir de maintenant, on va sur l'emploi direct et les entreprises vont être plus lourdement sanctionnées. On espère profiter de cette opportunité, si je puis dire, pour peser plus sur les entreprises. Et c'est ce que va faire aussi la GFIP, ce que va faire le FIP dans la fonction publique, pour que les entreprises se saisissent beaucoup plus de la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est des millions de personnes derrière hein, qui sont... aujourd'hui, on est confronté à deux problèmes. euh, L'anciennage des personnes et les problèmes de santé. Il faut que les entreprises arrêtent peut-être de privilégier, comme elles le font trop, encore trop, la performance absolue, la rapidité, le rythme, ouais, c'est ça, tout ça, au profit d'autres atouts. Ce sont des atouts que nous connaissons bien puisque nous les avons développés. Je parle de la motivation, mais pas seulement, mais aussi, vous savez, ces qualités que l'on développe dans la vie avec la maladie, que sont la régularité, la rigueur, la ténacité, la constance. Comment peut-on se soigner toute une vie sans développer ces atouts-là? Et ces choses-là, ces atouts-là, on en est conscient et on va les transposer, on peut les transposer dans le monde du travail. Et ça, il faut le faire savoir aux entreprises. On s'attache à faire des plaidoyers dans ce sens pour dire aux entreprises, et puis vous savez, dans la réalité, quand dans une équipe, il y a des personnes en situation de handicap, souvent, ça améliore l'état d'esprit la capacité de travail des gens. Et puis, il faut arrêter avec tous ces a priori. Quelle preuve a-t-on qu'on est plus absent que les autres? Il n'y a aucune statistique, d'accord, qui le prouve. Aucune. Par exemple, il y a comme ça des a priori qu'il faut battre en brèche. Euh, voilà. Parfois même parce qu'ils sont positifs. Être battant, ça ne veut rien dire. Moi, je ne me sens pas plus battante qu'une... Mais ça m'énerve quand on me dit que je suis une battante parce que j'ai l'impression qu'on me résume à ma maladie. Oh, ma maladie, elle n'est pas grand-chose à moi. C'est une toute petite partie, il y a tout le reste. Donc, je préfère comme dire de moi que j'ai des qualités, les qualités que j'avais avant, j'ai des formations que j'avais avant d'être malade, j'ai des atouts, des qualités personnelles, et puis tout ce que la maladie m'a appris. Voilà. Et c'est avec tout ça que je vais rentrer, que je vais rester dans le monde du travail. On a quand même des alliés hein, dans le monde du travail qui sont le médecin du travail, c'est notre premier allié, c'est lui qui va nous suivre. Alors, il faut que vous sachiez ou que vous vous souveniez que lorsqu'on a cette RQTH, on peut aller lui en parler. On n'est pas obligé, mais on peut le faire. On peut le faire si notre état de santé nous conduit à avoir des besoins spécifiques pour nous maintenir en emploi ou pour y accéder. C'est pas, pour nous maintenir en emploi, c'est pas une mauvaise idée de se faire aider par le médecin du travail parce qu'il va, lui, voir, il pourra se rapprocher de nos médecins et de nos neurologues. Hein. C'est pas du tout interdit. Il suffit que nous soyons d'accord pour qu'il le fasse. Oui, vous voyez, il aura le soutien du référent handicap qui maintenant est obligatoire dans les entreprises privées ou publiques de 200 salariés, mais les petites entreprises sont aussi invitées hein, à désigner un référent handicap. Et puis on a quand même il y a des mesures qui sont offertes aux personnes. Par exemple, vous savez, on a un accès privilégié à l'apprentissage. Hein. On peut le faire en 4 ans au lieu de 3 ans. On a une majoration du salaire et puis on n'a pas la barrière d'âge des 30 ans. On peut demander un contrat d'apprentissage à France Handicap ou à Cap Emploi si France Handicap nous a orienté vers Cap Emploi dans le cadre de la demande d'emploi, on peut demander, c'est ça, on peut demander des formations aussi qui s'ajoutent aux formations de droit commun. On peut solliciter des bilans de compétences intéressants, des conseils à l'évolution professionnelle aussi, là, qui sont gratuits et qui sont offerts aux personnes qui ont la RQTH. Ça, je vous ai cité quelques avantages, quelques intérêts qu'il y a à présenter une RQTH, à se présenter dans notre RQTH. C'est pas obligatoire, mais c'est souhaitable. Vous voyez, c'est souhaitable quand même. On était donc là dans l'aménagement. Dans l'aménagement un peu matériel. Vous avez aussi l'aménagement temporel. Si vous avez besoin d'un travail à temps partiel, vous ne pouvez pas travailler à temps complet vous allez plus facilement obtenir quand même de la caisse primaire d'assurance maladie
un temps partiel thérapeutique. Ça va être simple. Temps partiel, c'est l'employé, c'est le médecin qui, au lieu de faire un arrêt maladie, fait un arrêt temps partiel thérapeutique. Le médecin conseille et celui qui le décide. Il vous l'autorise et avec ce temps partiel thérapeutique, vous allez pouvoir, si le médecin du travail est d'accord, et l'employeur, je ne sais pas pourquoi il s'y opposerait, souvent, parfois c'est le cas, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, on pourra en parler, mais vous pourrez à ce moment-là cumuler un temps partiel thérapeutique et un travail à temps partiel. De même qu'après votre arrêt maladie, à un moment, et les médecins conseils de la Sécu le font de plus en plus, ils vous accordent une pension d'invalidité première catégorie. Ça veut dire que vous allez avoir une pension d'invalidité qui va être égale à 30% de votre ancien salaire brut et que vous pourrez, au-delà de ce première ou deuxième catégorie, on peut le faire, troisième catégorie aussi, mais ça sera plus compliqué parce qu'il faut que dans tous les cas, l'addition de cette pension d'invalidité et du salaire que vous allez percevoir en travaillant ne soit pas supérieur à ce que vous gagnez, à ce que vous perceviez avant de tomber malade, avant d'être diagnostiqué. Alors c'est vrai qu'on est confronté à ce gros problème de l'absence d'évolution de carrière, et puis tous ces problèmes que peut générer le versement de primes, des choses comme ça. On a de gros, gros problèmes. On essaie de peser, nous, avec des associations pour faire évoluer le droit. Vous avez de beaux plaidoyers. France Asso Santé vient de publier un beau plaidoyer. Je ne sais pas si vous êtes membre de France Asso Santé, mais ils viennent de publier un super plaidoyer pour qu'on avance un peu dans ces droits. Voilà, je continue un peu. On pourra revenir tout ça. Voilà. Après la maison départementale, après la RQTH, on a ce qu'on appelle l'allocation adulte handicapé, que certains d'entre vous vont demander parce que l'accès au travail est difficile ou qui, en tout cas, il ne peut pas être, et on ne peut pas travailler à temps complet, c'est pas possible. On n'a pas droit à une pension d'invalidité ou elle est minime. On peut demander ce qu'on appelle l'allocation adulte handicapé. C'est la possibilité de percevoir un revenu minimum en cas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le problème qui va se poser, ça va être celui de faire la preuve de sa restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Si votre incapacité, elle est supérieure à 80%, ça ira. Mais le problème est posé pour les personnes, et c'est le cas fréquemment avec nos pathologies, c'est lorsque nous avons une incapacité entre 50 et 80%. Il va falloir faire la preuve de cette restriction substantielle. Substantielle, c'est importante. Ben, par exemple, vous avez beaucoup de troubles durables. Ben, vous avez essayé, vous avez fait des tas de formations pour vous réinsérer dans le monde du travail ou pour l'intégrer. Vous avez des CDD, mais vous n'avez eu que des CDD, ou des périodes d'essai. Chaque fois, vos essais sont rompus. Voilà. L'entreprise ne vous garde pas. Vous allez devoir faire après des actions devant le défenseur des droits. Attention, hein, pour discrimination, parce qu'on a beaucoup de cas. Bon, malheureusement, je n'ai pas parlé du défenseur de droit dans ce diaporama, je me rends compte et c'est bien dommage. On en parlera un petit peu si vous voulez tout à l'heure. Mais vous, indépendamment du problème de la discrimination liée au handicap, qui est la première cause de discrimination en France, on va pas pouvoir, il va falloir faire la preuve que pendant des mois, on a fait des tas de démarches pour trouver un travail, pour se former, et qu'on débouche sur rien. Les CDD sont rompus, les périodes d'essai sont rompues, les formations, soit parce qu'elles sont. C'est difficile, c'est pas évident de trouver une formation aussi adaptée à nos capacités, parce que souvent les formations sont à temps plein et à des lieux très éloignés. Et c'est donc extrêmement fatigant. Et moi, je rencontre quand même pas mal de personnes qui, à défaut d'avoir trouvé une formation tout à fait adaptée à leur situation, ne peuvent pas mener à terme une situation pas spécifique pour tout le monde, pour des raisons de fatigue, vous voyez, de fatigue extrême.
Voilà. Tout ça, c'est pas impossible, hein, mais c'est un peu lourd comme dossier, mais il faut le faire. Il faut le demander. Et puis, cette décision, elle va être à vie si on a donc ce taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, ou si on a des restrictions pas possibles d'évolution favorable à long terme. Elle est attribuée par la MDPH, mais elle est versée par la CAF ou la MSA, Mutualité sociale agricole. Vous pouvez à la fois percevoir une AH et une pension d'invalidité ou un salaire, voyez, puisque c'est un minimum. Ce minimum, c'est 1016 euros, 1016,15 € depuis le 1er avril, plus le complément pour la majoration pour la vie autonome. Ça, c'est pour les gens liés au logement. Voilà. Elle est versée à partir de 20 ans et jusqu'à l'âge de la retraite ou au-delà de la retraite si votre incapacité est égale ou supérieure à 80%. Nous allons repartir sur les aides à la personne. Cette fois-ci, ça va être la prestation de compensation du handicap. On est dans la situation relativement sévère où il va falloir s'agir de compenser des besoins liés à une perte d'autonomie. C'est une aide pour compenser les besoins liés à la perte d'autonomie. Elle est vraiment finalisée. Elle peut être ou mensuelle ou ponctuelle. Elle peut se présenter sous forme d'une aide humaine, c'est-à-dire une aide à la personne, c'est quelqu'un qui viendra chez vous, pour une auxiliaire de vie, voyez, pour vous aider à vous laver, vous habiller, vous coiffer, préparer vos repas, faire vos courses. Soit c'est une personne que vous embaucherez directement, soit vous passerez par par une association ou une société mandataire ou prestataire. Mais officiellement, cette personne ne sera pas là pour faire le ménage. Là aussi, malgré nos plaidoyers, l'activité ménagère est exclue. Il n'en demeure pas moins que si vous avez une auxiliaire de vie qui vient préparer vos repas et préparer le repas, faire la vaisselle, elle va nettoyer aussi la cuisine, d'accord? Euh, oui, si on peut penser que si quelqu'un va venir vous aider à prendre votre douche, à vous laver les cheveux, à vous habiller, elle va nettoyer la salle de bain, d'accord? Mais officiellement, les activités ménagères sont exclues de cette prestation de compensation du handicap. Vous avez aussi des aides matérielles, techniques, oui, pour aménager votre domicile dont nous avons parlé tout à l'heure, aménager votre cuisine, aménager votre salle de bain, aménager vos toilettes, surélever vos toilettes, modifier, changer la baignoire, qui est un lieu casse-gueule, pour une douche italienne. Vous voyez? Tout ça, ça peut être pris puisque ça répond à des besoins liés à votre perte d'autonomie. Vous tombez, vous chutez, vous avez tous ces soucis-là, vous ne pouvez plus évoluer comme précédemment. Là, ces prêts là liés donc à, seront sur devis, pris en charge, pas forcément en totalité, mais il y a quand même une autre façon aussi de compléter l'argent que verse la MDPH sera pris en charge. Vous avez aussi les aides techniques à proprement parler, c'est-à-dire le fauteuil roulant, des appareils auditifs, d'une téléassistance qui seront là aussi pris en charge. Mais là aussi, c'est sur devis. Il ne faut pas acheter le matériel avant d'avoir obtenu l'aide. C'est sur devis, c'est très important. Il faut leur fournir une aide, un devis ou deux devis. Depuis le 1er janvier 2023, on a ce qu'on appelle l'aide humaine au handicap psychique, mental, cognitif. Vous voyez, c'est par exemple, vous avez des difficultés pour compléter votre dossier MDPH, pour faire vos déclarations à droite, à gauche, vous avez une perte d'autonomie sur le plan administratif, par exemple. Eh bien là, vous allez pouvoir bénéficier d'une aide pour vous aider à faire ces démarches. Ça sera défini, ça aussi, dans le document dont nous avons parlé, la demande d'aide à la MDPH. C'est à remplir avec soin. Je pense que là, il est bon de se faire aider par
par un neuropsy, vous voyez, un neuropsychologue. Là aussi, oui, par service de rééducation, par un par un neuro, bien sûr, et par aussi un psychologue clinicien, hein. Vous voyez, ça, faut bien le faire, il faut bien le détailler, ce trouble-là, là aussi. Et puis, vous avez la possibilité d'obtenir une aide pour couvrir des dépenses qu'on qualifie d'exceptionnelles. Bah, des alaises si vous avez des troubles urinaires à un moment parce que vous êtes en cours de traitement, vous avez donc vous êtes en train de faire une rééducation périnéale, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous êtes dans la difficulté et là, vous avez besoin de protection, par exemple. Et puis, vous avez aussi besoin, parce que vous avez aussi envie de partir en vacances, euh, des possibilités d'obtenir une aide pour des séjours adaptés. Et vous avez des listes de séjours adaptés sur Internet, hein, qui sont délivrées notamment par les grandes associations de patients. Je vois que APF France Handicap, par exemple, ou Asso Santé, ils ont des listes de séjours adaptés comme ça. Puis vous pouvez aussi obtenir une aide pour suivre des leçons d'auto-école spécialisées, puisque ces leçons-là sont plus chères que les autres. Comme les auto-écoles, prenant en considération le fait que leur véhicule, leur matériel est coûteux, et plus coûteux que les appareils lambda, que les véhicules lambda, donc exigent des leçons plus chères. Elles sont plus chères, les leçons, voilà. Voilà, alors ici, oui. Donc, vous voyez, je vous disais, pour avoir cette prestation de compensation du handicap, on rentre un petit peu dans le détail, il faut remplir des conditions qui sont fixées par cette grille, par ce document là d'évaluation dont je vous ai parlé. Et il faut avoir ce qu'on appelle une difficulté absolue dans un acte essentiel de la vie, ou deux difficultés graves, ou des difficultés graves dans deux actes essentiels. Vous voyez, je vous ai cité des actes essentiels là-dessous, hein. J'ai fait une copie du document de la MDPH, la toilette, l'habillage, d'accord? L'alimentation, se nourrir, s'habiller, manger, boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l'hygiène et l'élimination urinaire. Vous voyez, voilà, c'est plein comme ça. Tous ces documents-là qui sont portés, il faut qu'à un moment, le médecin dise que c'est assuré avec difficulté ou que c'est pas assuré du tout. Il faut que un ne soit pas assuré du tout ou qu'il y en ait deux assurés avec difficulté. Donc, vous avez vu le soin avec lequel il faut remplir ce document. Et il faut que vos difficultés, c'est vraiment souhaitable, elles soient survenues avant l'âge de 60 ans. Après 60 ans, c'est pas impossible, on en reparlera parce qu'il y a quand même pas mal de situations compliquées, mais c'est difficile, c'est pas évident. Voilà, c'est un dossier administratif à faire auprès de la MDPH. Là, il n'y a pas de condition de ressources, d'accord? Et puis, ça peut aussi compléter la majoration tierce personne de la caisse primaire d'assurance maladie. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés par l'allocation d'éducation pour enfants handicapés. Si des personnes ici ont des enfants en situation de handicap, puisque notre maladie aussi, dans nos maladies, il y a aussi des enfants, hein, c'est-à-dire des personnes de moins de 17-18 ans. Donc, il y a aussi des prestations familiales qui sont là pour compenser les frais d'éducation ou de soins, pour prendre en considération le coût du handicap, la réduction d'activité professionnelle d'un des parents, l'embauche d'une tierce personne. Voilà, là, je vous oriente aussi vers les associations spécialisées qui sont beaucoup plus au fait de ces problèmes que moi. Et là aussi, c'est pas soumis à ressources, hein. Dans les aides à la personne, il y a aussi la possibilité d'obtenir un soutien pour être orienté vers un établissement ou un service médico-social lorsqu'on est en grande perte d'autonomie. Vous voyez, vous avez les foyers de vie, où là, bon, c'est un hébergement sans soins. Puis vous avez des structures beaucoup plus lourdes, où là, il faut une incapacité à hauteur de 80, ce qu'on appelle les FAM, les foyers d'accueil médicalisés,
ou les BAS, les foyers d'accueil spécialisés. Et vous avez aussi aujourd'hui, je ne l'ai pas indiqué, mais des formules de logement alternatifs où vous avez par exemple des associations qui créent des structures qui vont accueillir à la fois des personnes en situation de handicap, avec une mutualisation de la PCH, ça c'est bien, c'est intéressant, des mutualisations de la PCH entre les personnes, donc du personnel qui va pouvoir assurer des fonctions liées à des besoins essentiels. Vous avez aussi des structures qui associent des personnes appelées dans le monde réel valides ou des personnes en situation de handicap. Voilà. Il y a des formules nouvelles qui se développent et dont on va, je pense, parler de plus en plus. Et puis, vous avez quand même quelque chose qui est aussi attribué, en tout cas, le SAVS n'est jamais attribué sur une durée, à ma connaissance, très longue, vous voyez, mais ça sera un service d'accompagnement aux démarches dans la vie quotidienne. Par exemple, vous voulez déménager, vous cherchez un appartement. Où vous devez laisser, ou acheter, ou louer, ou acheter, parce que votre appartement n'est pas du tout adapté, il est ancien, il faut vraiment trouver autre chose. Et bien là, vous allez pouvoir, en faisant appel à une association qui est compétente, qui a une compétence spécifique dans ce domaine, vous accompagner pour trouver cet appartement. Il va faire les liens avec les bailleurs, avec les agences immobilières. Il va vous accompagner, faire des visites, voilà, jusqu'à ce que vous trouviez un emploi. Ça, c'est un service qui fonctionne pas mal. Et après, vous avez un service qui est plus important, qui est le SAMSA, service d'accompagnement médico-social, qui lui aussi permet de vous aider, mais alors d'une manière beaucoup plus complète, parce que là, il y a le médical, alors que dans le SABS, il n'y a pas de médical, il y a que du social. Et puis, vous avez aujourd'hui toutes ces équipes mobiles qui se mettent en place et qui interviennent en dehors de la MDPH. Nous avons dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Var des équipes mobiles qui ont été mises en place bon, ici c'est l'assistance publique, hôpitaux de Marseille. Dans le Var, c'est des centres de rééducation qui créent des équipes mobiles avec des médecins rééducateurs, des assistants sociaux, des secrétaires médicaux, des secrétaires médicales, et qui vont accompagner les personnes qui sont confrontées à des difficultés particulières, mais par exemple un déménagement, voyez, ou des problèmes, je sais pas, un divorce, enfin, des tas de difficultés qui interviennent en amont de la MDPH, en dehors de la MDPH. Et ces équipes mobiles, je pense qu'elles se développent de plus en plus. On est informé souvent par les équipes de soins, hein, par les CRC, ouais, par les médecins, voilà, ou par les centres de rééducation. En tout cas, je pense qu'il va falloir développer l'information parce que c'est de plus en plus sollicité et c'est moins lourd, beaucoup moins lourd. Voilà, vous téléphonez. Moi, je sais qu'il y a des gens, comme je connais les équipes mobiles, il y a des gens que je connais en difficulté. Là, par exemple, il y a une dame, elle est seule. Sa situation, elle a plus de 60 ans. Elle n'a pas fait ses déclarations PCH à l'âge de 60 ans. Elle a 70 ans aujourd'hui. Elle se retrouve seule dans une maison qui n'est pas du tout appropriée, qui n'est pas adaptée. On fait, on fait intervenir je dis vieux parce que je les connais, je dis à l'équipe, je suggère à l'équipe mobile, avec le médecin que j'ai alerté, de mettre en place cette équipe mobile pour cette personne. Parce qu'il faut trouver des solutions. Cette personne, elle doit quitter son domicile aujourd'hui, mais pas pour aller vers un EHPAD, elle ne veut pas de l'EHPAD, pour aller vers une structure dans laquelle elle sera bien, qui lui conviendra, vous voyez, comme ces maisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces habitats alternatifs, etc. Oui, il y a des possibilités là, des maisons qui sont à côté des EHPAD qui se développent là aussi. Des formules qui sont intéressantes et ces équipes mobiles-là les connaissent. Voilà. Là, je suis en train de penser que je dois faire ça pour une personne. Il faut que je le fasse cet après-midi. Et voilà. Et ça, c'est aussi des secours plus légers et qui complètent plus facile à mettre en œuvre et qui complètent le travail assuré par MDPH, qui reste très lourd. Dans la vie professionnelle, on revient un petit peu à la vie professionnelle, vous avez la possibilité, là aussi, mais aussi ça va être là aussi avec France Travail, de faire des demandes de formation. Il ne faut pas le négliger, ça, hein.
Euh, Vous avez donc France Travail avec Cap Emploi, mais vous avez aussi la MDPH, hein, avec le psychologue du travail qui peut vous orienter vers des stages de formation ou de préorientation, de rééducation. Il y a des formations très, très intéressantes par des centres de formation adaptés. Je sais qu'à Marseille, on en a pas mal et ça marche bien, hein. Ils permettent à des personnes de retrouver le chemin du travail. Vous avez aussi l'orientation en milieu protégé, et là, c'est sur préconisation désormais de France Travail. Et puis, vous avez donc toutes ces structures dont je vous ai parlé, Cap Emploi, et là, il y a France Travail, et vous emploie, vous oriente aussi vers l'AFPA qui continue à servir de belles formations, la GFIP et le FIP. Et puis, sachez qu'aujourd'hui, lorsqu'on est titulaire d'une pension d'invalidité, ou d'une rente accident du travail, on a les mêmes droits qu'avec une RQTH sans avoir à passer par la MDPH. Bon, on fait un petit récapitulatif. Donc, tout le monde peut bénéficier de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. L'orientation, formation, c'est aussi ouvert à peu près à tout le monde. Vous voyez, à partir de 50% d'incapacité. Carte de mobilité, carte de priorité, pardon, et de stationnement, même chose. Pour obtenir l'AH, la prestation de compensation du handicap, ça va être possible, mais il va falloir argumenter si on n'a que 50% si on a une incapacité à hauteur de 50%, et après vous avez 80% qui permet donc toutes les possibilités. Pour le logement, j'avais dit que j'en parlerais un tout petit peu. Il faut quand même que là aussi, la loi elle a changé dans un sens qui nous est favorable. Là, ce qui est important là-dedans, c'est l'accès au logement social. Vous voyez? C'est aussi la prise en compte du handicap dans le logement social. Vous faites une demande de logement social, vous allez vous adresser à une assistante sociale. En général, une assistante sociale de proximité, hein, de secteur, des assistantes sociales du conseil départemental ou parfois du CCAS dans certaines villes. Tout dépend de l'organisation du social dans le lieu où vous habitez. Donc, vous l'obtenez pas. Vous l'obtenez pas. Vous êtes dans la liste, mais vous n'obtenez pas. Bon, il faut que vous sachiez déjà que votre handicap va être pris en compte dans votre demande, parce que ensuite, si vous n'obtenez rien, vous êtes éligible à la procédure DALO. Le DALO, c'est la prise en compte ça veut dire accès au logement social. Et là, on va pouvoir prendre en considération votre demande, non pas seulement parce vous êtes dans une situation de suroccupation ou parce que vous avez un logement indécent, mais aussi parce que votre logement n'est pas adapté au handicap. Et quand on dit qu'il n'est pas adapté au handicap, ce n'est pas seulement le logement, c'est aussi l'environnement. Voyez? Et là, c'est important de faire valoir ce droit parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'on a, avec cette pénurie de logements sociaux et ces grandes difficultés, il est bon de faire quand même valoir cette adaptation au handicap, hein, voyez. Et vos interlocuteurs, ben, ça, c'est des assistantes sociales, même de l'hôpital, elles connaissent aussi parfaitement tout ça. Et puis, vous avez la prime adapt. Alors, là, je ne sais pas, je pense qu'on en est toujours là, hein, au financement des travaux d'adaptation logement que vous pouvez solliciter sur le site de ma prime handicap avec une incapacité égale ou supérieure à 80% ou un GIR de 1 à 6 pour les personnes qui ont 60 ans et plus, hein. On est ici, comme avec notre maladie, sur la question de la conduite. Conduite, alors moi je dis avec une sclérose en plaques parce que c'est ce que je connais. Je pense que vous pouvez vous reconnaître aussi parce que le texte dit que tout conducteur, ça c'est le code de la route, hein, c'est un vieux texte, tout conducteur doit être juridiquement et physiquement apte avant de s'engager sur l'espace routier. Et puis, nous avons un texte récent, un arrêté du 28 mars 2022 qui a soulevé avec raison de grandes vagues de mécontentement, aussi bien de la part d'associations de patients que de sociétés savantes, de sociétés médicales. Voilà ce que dit cet arrêté dans le champ des maladies, des troubles neurologiques.
Cet arrêté dit que les troubles neurologiques liés à une maladie, une atteinte du système nerveux central, telle que la sclérose en plaques, bon, la sclérose, elle est en plaques est nommément citée dans ce texte, sont incompatibles avec la conduite automobile et imposent au patient de se soumettre à un contrôle médical de sa propre initiative auprès d'un médecin de ville agréé par le préfet. Donc, ça veut dire que que vous êtes diagnostiqué, vous devez vous soumettre à cette visite médicale, même si vous n'avez aucun trouble. C'est le fait du diagnostic. Ça a soulevé comme je vous disais, beaucoup de protestations. Le Conseil d'État a été saisi pour avis. Il a considéré il n'a pas annulé l'arrêté. Il a maintenu l'arrêté. Donc, il n'a pas donné raison à ses détracteurs. En revanche, on a des avis du Conseil de la sécurité routière qui dit qu'il ne faut pas se faire trop de soucis, que ce texte, tant qu'on n'a pas de gros problèmes, quand on n'a pas de gros soucis, on n'a pas trop à s'en faire. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ces points de vue qui ont été adressés notamment à France Parkinson, je crois à France Alzheimer, je ne suis pas sûre Alzheimer, donc à France Parkinson, ben, il n'est pas publié, ce n'est pas une instruction ministérielle publiée. Moi, je considère qu'on ne peut pas s'appuyer là-dessus, vraiment d'un point de vue juridique. Vous voyez, moi, je n'ai qu'un texte, j'ai cet arrêté, et puis j'ai l'avis du Conseil d'État qui considère que ce texte, il est applicable. Voilà. Mais il faut que vous sachiez c'est vraiment, c'est compliqué. En tout cas, on en est là aujourd'hui. La protestation continue. La sécurité routière dit qu'on va peut-être avancer, sûrement avancer, mais enfin, en tout cas, on n'a rien de plus. On a ce texte. Voilà. Il faut quand même que vous sachiez que bon, vous avez une visite médicale à passer devant ce médecin de ville agréé. Dès lors que votre incapacité reconnue par la MDPH est d'au moins 50%, la visite est gratuite malgré ce qu'indiquent certains médecins, parce que vous allez trouver la liste des médecins et des formulaires dans les préfectures, dans les préfectures et sur les sites internet des préfectures. Et vous allez voir que parfois, des médecins sur des sites Doctolib demandent un paiement en espèces et ne rappellent absolument pas la gratuité, vous demandent 36 euros, et ne rappellent absolument pas le principe de la gratuité. Là, on a alerté l'ordre. L'ordre des médecins a été alerté par des associations. On attend que ça bouge parce que ce n'est pas régulier. Ce n'est pas une habitude licite, ça. D'accord? Ensuite, que va faire le médecin qui va vous rencontrer, que vous avez sollicité? Il va évaluer votre dossier en fonction des éléments que vous avez. Vous avez vu que vous avez un dossier un dossier à compléter. Vous allez le compléter et il va évaluer ça. Il va vous donner un avis. Il va donner un avis sur votre aptitude à la conduite, qui sera limitée ou non dans le temps. Avec la sclérose en plaques, je ne vois que des avis, que des aptitudes limitées ou des inaptitudes limitées dans le temps. Et vous avez aussi des avis d'aptitude, et c'est ça qui est le plus fréquent, assortis de restrictions. Vous avez pas le plus fréquent, mais ça existe. Vous avez aménagement d'un véhicule. Pour les gens qui sont en grande perte d'autonomie, vous voyez, avec des roues, des boules au volant, des trucs comme ça. Et puis, vous avez aussi des médecins qui vous autorisent à conduire sur des boîtes automatiques. Bon, là, il n'y a rien à faire de plus. Vous achetez votre voiture automatique, malheureusement. Vous n'avez pas d'aide. Vous n'avez pas d'aide pour acheter cette voiture automatique qui est plus chère que les autres. Mais vous pouvez conduire sans autre. Il y aura juste indiqué boîte automatique sur votre permis de conduire. Et vous n'avez rien d'autre à faire, si ce n'est payer. Alors, avant de réaliser l'aménagement du véhicule qui a été préconisé donc, par le médecin, vous allez prendre l'avis technique du bureau de l'éducation routière, hein. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi très utilement prendre l'avis d'un centre de réadaptation. J'ai dit rééducation, mais c'est réadaptation. D'accord, maintenant. Ça, c'est très utile. Les médecins rééducateurs sont nombreux à avoir les compétences nécessaires, à faire passer des tests de conduite, hein.
Voilà, je pense que pour être rassuré, si on a quelques difficultés, vous voyez, des difficultés, une réduction de notre mobilité, une réduction de nos capacités musculaires, des tremblements, une fatigue très importante, des difficultés cognitives très importantes, enfin, que ce soit moteur ou cognitif ou en termes de fatigue, ça peut être évalué, ça. Ça peut être évalué dans un centre de réadaptation, notamment par un médecin rééducateur et par un un neuropsy. Vous voyez? Voilà. Alors, moi, je pense que c'est bien de faire ça, de faire d'abord au préalable, si on a des difficultés, de faire faire ce bilan-là. Et puis, il y a après deux situations. Soit on est déjà titulaire du permis, on, le médecin trouve qu'il n'y a rien à dire, en tout cas pour un certain temps. Et ben, ça y est, vous avez votre permis de conduire pour une durée limitée. Soit il demande une boîte automatique, eh bien, on vous accorde le permis de conduire, parce que ce n'est pas le médecin qui décide, le médecin, il donne un avis. C'est chaque fois, c'est le préfet hein, qui accorde le permis de conduire. Il vous accorde pour une durée limitée. Ou alors, il y a des aménagements, et là, il faut faire un test de conduite, et après, passer un permis, ouais, un permis, mais pas l'oral, hein, juste l'écrit, pas l'écrit, pardonnez-moi, juste la conduite, voilà. Je suis encore dans les examens. La conduite, passer la conduite, voyez, vérifier que vous avez les aptitudes pour, avec le véhicule aménagé, conduire, continuer à conduire. Et puis, si vous n'avez pas le permis, alors vous allez prendre contact avec une auto-école spécialisée pour le préparer, ce permis. Mais de toute façon, il faut faire ça, il faut respecter cette règle pour ne pas avoir de problème avec votre assurance, hein. Parce que vous avez un article dans le Code des assurances qui qui impose le respect de l'autorisation de conduite. Voilà. On va passer à un autre sujet qui est le droit à la retraite. Bon, avec les nouveaux textes, nous conservons le droit à la retraite à l'âge de 62 ans si nous sommes médicalement inaptes au travail, et cette inaptitude-là, elle est prononcée par le médecin conseil de la Sécu. D'accord? Si nous avons une incapacité permanente de travail d'au moins 50%, si nous sommes bénéficiaires d'une pension d'invalidité délivrée par la Sécurité sociale, ou si nous sommes titulaires de l'AAH. Là, avec ces situations-là, nous avons une retraite à taux plein. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la même retraite si on a travaillé 20 ans. Vous voyez, on n'aura pas la même retraite que quelqu'un qui a travaillé 30 ou 35 ans. Mais on n'aura pas de, comment on appelle ça? On n'aura pas d'abattement. On n'aura pas de, oh là là, je ne trouve plus le terme qui est employé. Oui, on n'aura pas, dans d'autres situations, vous pouvez prendre une retraite plus tôt, par exemple, et vous aurez un abattement. Ce n'est pas le mot abattement, je ne me souviens plus du mot qui est employé, j'ai un trou de mémoire. Ça doit être lié à la maladie. Mince, voilà, je vais le retrouver. Bref, vous aurez, c'est un régime privilégié, si je puis dire, dans le sens où vous n'avez pas cet abattement. Voilà. Si, voilà. Vous avez ensuite droit à une retraite anticipée parce que là, vous savez, il va falloir aller chercher les informations sur un site dont je ne vous parle pas et j'aurais dû vous en parler. C'est le site service-public.fr. Vous allez trouver toutes les informations précises dans tous les domaines que je vous citais, notamment sur les droits à la retraite, dans le site www. Donc, point, service au singulier, public au singulier.fr. Vous cliquez droit à la retraite, retraite handicap, retraite anticipée pour handicap. Là aussi, là, les textes ont un peu changé. C'est dès 55 ans, mais avec des conditions. Il vous faut, là aussi, vous allez retrouver, parce qu'il y a des questions d'âge et des questions de nombre de trimestres cotisés, vous allez retrouver ça très précisément sur ce site dont je vous parle, www.service-public.fr. Il vous faut un nombre
minimum de trimestre, d'accord, et une incapacité permanente d'au moins 50% ou avant décembre 2015, la FQTH. Et là, votre retraite sera calculée au taux plein sur 50%, à partir de 50% du taux du salaire annuel moyen des 29, des 25 dernières années. Pour avoir des informations, vous allez sur Assurance Retraite ou sur Mon compte retraite. Voilà. Là, vous pouvez faire des démarches en ligne, vous pouvez faire des simulations. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui, pour vous parler des personnes plus âgées qui avancent en âge, qui ont 60 ans, avant qu'ils vont bénéficier de leur retraite. Il faut savoir que les caisses d'assurance vieillesse, outre, outre la retraite ou les retraites complémentaires, même chose pour la retraite complémentaire, elles peuvent accorder des aides. Une aide aménagère à domicile, une aide au retour à domicile après l'hospitalisation, des aides à l'amélioration de l'habitat voyez? Et après 60 ans, la PCH, je vous laisserai le lire, hein, on peut l'obtenir, mais il faut vraiment pouvoir démontrer à la MDPH que l'on avait de ces difficultés, qu'on était dans une situation de bénéficier de la MDPH à l'âge de 60 ans. On n'a pas fait valoir les droits, mais on aurait pu le faire. On a des éléments qui peuvent le prouver. L'APA, hein, je vous laisse le lire, hein, parce que là, c'est plus facile à obtenir l'APA. Vous allez au CCAS ou voir une assistante sociale de secteur et, et elle remplira le dossier avec vous, elle le complétera. Ça sera plus simple. Voilà. Après, c'est pareil, là, pour vous accorder la part, eh bien, il y a aussi, là aussi une grille que maîtrisent bien les travailleurs sociaux et qui vous permettra donc de bénéficier ou non de cet appât. Étant entendu qu'il n'y a pas de conditions de ressources, mais on peut vous demander une participation financière en fonction de vos revenus. Voilà, on ne peut pas accumuler la part, ça je vous laisserai le lire, hein, et puis bon, sachez donc que avec une maladie neuroévolutive, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Sur le plan du soin, on a des médecins, des hospitaliers, des paramédicaux, des psychologues, cliniciens ou non, des centres de rééducation, des structures qui vont nous offrir des activités physiques adaptées et l'éducation thérapeutique du patient, quand même, qui nous permet de gagner bien du temps dans notre parcours de soins. Et puis, vous avez, dans le champ de la prévention, vous avez le médecin du travail, et puis toutes les cellules en lien, toute la cellule maintien en emploi, en lien, vous voyez, qui relève de sa compétence, hein, les infirmiers, les assistantes sociales, les ergothérapeutes. Pour compenser votre travail, on a le médecin du travail, France Travail, Cap Emploi, la GFIP, le FIP dont je vous ai beaucoup parlé, l'assurance maladie, pour vos indemnités journalières, hein, avec son service médical, le service administratif et le service social. Si vous avez aussi un problème avec la sécurité sociale, prenez un rendez-vous avec le service social et avec leur assistante sociale, elles sont bien. Voilà. Et il appuie la MDPH. Donc, pour finir, juste une petite synthèse. On présente toutes ces demandes avant l'âge de 60 ans. Le périmètre de marche ne doit pas excéder 200 mètres pour avoir la carte de stationnement. Les aménagements sont accordés sur devis et pas sur facture. Le certificat médical pour demander des aides est valable 12 mois. Vous pouvez être aidé à la fois par la Caisse primaire d'assurance maladie, la CARSAT et la GFIP pour le travail. La hache n'est pas soumise aux ressources. Vous ne pouvez pas, on n'a pas de financement de l'aide au ménage, mais parfois vous avez des aides qui sont accordées par la Caisse primaire ou une mutuelle après hospitalisation. Voilà. Et vous avez des transports municipaux spécifiques si votre taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80%. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et je suis maintenant à votre disposition Et pour merci Marie compléter. pour Et c'était hyper complet. On a une question dans le chat Ouais, moi aussi, que j'en je aurais vais une. reprendre. hum, Est-ce qu'il est vrai qu'un employeur a des avantages à embaucher une personne avec une RQTH? ben, son avantage, c'est qu'il respecte la loi. C'est qu'il respecte la loi s'il a 20 personnes au moins, parce que s'il ne le fait pas, il a une pénalité, une amende, ou s'il ne le fait Donc, qu'en partie. Il la a légende urbaine qui dit qu'ils ont des réductions sur les cotisations sociales et tout, c'est Non, pas vrai. non, D'accord. non, non.
Par Ok. contre, il y a des primes. Vous voyez, tout, par exemple, pour l'apprentissage, il y a des aides. Non, il y a des aides. Non, les cotisations, les réductions de cotisations, tout ça, c'est pour des salaires, des catégories de salaires, pas pour des personnes en situation de handicap. Non, mais l'histoire quand même des 6%, c'est un gros problème, ça, quand même, pour les entreprises. Oui. S'ils ne respectent pas leur quota, là, demain, ils vont devoir payer par personne manquante, je lisais le dernier texte, 4 800 euros, vous voyez, ça peut être important. Ouais, important. Vas-y, Katia, tu avais une question. Oui, moi, c'était pour la retraite par rapport à l'invalidité, la pension Ouais, d'invalidité. ouais. Il calcule comment, en fait, le pourcentage de vos indemnités, pour la retraite? Ah ben, alors, vous savez, bon, lorsque vous percevez une pension d'invalidité, vous percevez une pension d'invalidité, d'accord? Vous ne Oui, cotisez pas. non. Vous ne cotisez pas, donc vous n'ouvrez pas de droit sur cette période-là. Ça ne répond pas directement à votre question, je pense. Mais chaque fois quand on ne travaille pas, quand on est en maladie ou quand on est en invalidité, on n'ouvre pas des droits on n'ouvre pas des droits à l'assurance, à la retraite. Et votre retraite, elle sera calculée sur des paramètres de l'assurance, de la caisse de retraite, euh, en excluant ces périodes-là. Mais ça sera votre base de calcul, ça sera votre salaire. Le salaire des 25, je ne sais plus exactement quel est le salaire. Oui, c'est les 25 meilleures années, Ouais, ça, oui. Il n'y a ouais. pas, il y Et a, il y a après, pas de vous souci. voyez, je vais vous renvoyer là-dessus pour avoir des calculs précis sur le site service-public.fr ou sur les sites de l'assurance retraite. Mm. Et j'avais une deuxième question aussi, mais l'AMDPH, il y a une chose que moi je ne comprends pas, c'est que vous avez beau leur rapporter toutes les réponses que vous puissiez avoir, c'est-à-dire que vraiment vous êtes dans un état où vous pouvez pas, où il y a énormément de choses qu'on peut pas faire, avec des preuves, des certificats médicaux, enfin tout ce qu'ils pourraient nous demander. Et malgré tout, on nous considère pas comme des personnes en situation de handicap. La difficulté, c'est justement de pouvoir avoir ce RQTH ou l'AH. Pour la NMO, en tout cas, moi, je sais que ça n'a pas marché. Même pas la RQDH? Non. Oh, Oh, j'ai eu le T'as pas droit qu'à la carte d'invalidité et de la carte de de priorité stationnement. et de priorité. Ouais, les trucs de. Voilà, c'est tout. Et encore, j'ai eu de la chance, ils me l'ont fait à vie. Ah, oui. tu vois, moi j'ai la RQTH, mais pour 5 ans. Alors ça, oui, que vous n'ayez pas la RQDH, ça me surprend beaucoup, vous voyez. Vous avez une maladie invisible, c'est ça Bah peut-être, oui, on ne voit pas. Et donc, quand on la ben, voit pas, on la ouais, voit pas. oui, je sais ce que vous voulez dire, oui, je sais bien. Il y a que quand je marche qu'elle se voit, mais bon, Ouais. Mais dites-moi, comment a été rédigé, par qui a été rédigé votre certificat médical? par une assistante sociale. Alors, mon dossier a été fait par une assistante sociale et les certificats médicaux ont été faits par ma neurologue. Et avec ça, vous n'avez pas la RQTH? Ben non. Pas la RQTH? Non, mais elle dit ça de toute façon, elle travaille plus en invalidité, donc RQTH. Non, c'est Ouais, comme mais bon, moi. non, mais je veux dire que c'est Alors, compliqué. Malgré tout, je veux dire, bon, moi, à la limite, ça me gêne pas plus que ça, hein, je vous le dis franchement. Mais je veux dire que pour une personne qui en a vraiment besoin et qui est vraiment, bon, moi, j'ai de vous la savez, chance, il faut faire j'ai valoir une ses bonne droits. pension. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de bonne pension et ça pourrait les aider, quoi. Et ces personnes-là, moi, je vois, il y a des gens, on les met à 79%. Alors que franchement, à 80, elles étaient bien, Alors, quoi. ça, c'est Ah, autre elles chose, ouvraient la des droits. RQTH. La Elles RQTH, ouvraient des droits. c'est vraiment autre chose encore. Elles ouvraient Mm, C'est beaucoup différent, de c'est pour droits. Ouais, elles ouvraient l'engagement sur beaucoup ton de lieu de droits. travail. Alors mm. là, vous savez, on a parlé des recours, hein. Vous avez des décisions et après, il faut utiliser les voies de recours, hein. Vous voyez, le Mhm. rapport, bon, je ne sais pas s'il sera utile pour la hache, par exemple, mais il faut utiliser, après, utiliser la médiation, la conciliation et puis déposer un recours, un recours contentieux. Mais vous savez que Ou pour alors les gens qui aussi, sont, aussi voilà, vous pouvez, pardon, excusez-moi. oui, mais pour les gens qui sont, je parle pas pour moi, hein, mais je parle plutôt pour les gens qui sont vraiment malades, qui sont vraiment fatigués,
Je pense que tout ce qui est administratif et tout, c'est vraiment quelque chose de très compliqué pour eux, hein. Oui, oui. C'est pour ça C'est qu'on un est vrai là. fardeau. Et C'est pour oui, ça qu'on est là aussi, hein. C'est pour ça il qu'on faut est se là pour rapprocher donner des des associations de informations. patients, etc. Oui. En fait. Voilà. Ouais, Il faut se mais je sais même rapprocher pas de si. l'association. Mais des Comment? associations, il n'y en a pas partout. Mais Mais si, je il y veux en a dire, après, partout. c'est vrai que c'est C'est vrai. compliqué. C'est sûr. Oui, c'est compliqué, c'est vrai. C'est vrai. Mais écoutez, moi, allons vers les assos, les. Tu sais que tu peux aller vers Marie maintenant s'il y a un problème avec ton dossier MDPH. Ouais. Ouais, un peu loin, la pauvre. Ouais. Tu vas venir Marie, voir. merci. En tout cas, Où c'était très êtes-vous? bien. Où êtes-vous? Où êtes-vous, Ah, vous? je suis En en Normandie. Normandie. Ah, oui. Non, on va aller dans les Landes, mais on va pas aller en Normandie cet été, non. Bon, Mm. bah, tant pis. On se verra Marie, une fois, peut-être. Mais vous Marie, je te avez en Normandie, remercie. ouais. En Je Normandie, te il y a, je remercie. pense aussi vous voyez, des associations comme APF France Handicap, je ne sais pas si vous les Mm. connaissez, mais ils ont quand même des bons relais, de bons Ils sont bons Oui, délégués bah, conseillers, ouais. relais. on va Euh, regarder, ouais. on va Et regarder ça. ils sont partout quand même, eux, hein. Mm. Marie, je te remercie pour tout ce temps accordé. Je t'en prie. Je remercie également le laboratoire Alexion pour nous avoir sponsorisé pour ce webinaire, ce qui n'aurait pas été possible sans eux. Mm. Et je vous rappelle que dans le chat, vous avez le lien de l'enquête. Si vous voulez répondre, il nous manque entre 5 et 10 patients en NMO QP4 pour répondre à notre super méga enquête. Voilà, Marie, vraiment, merci beaucoup. Merci. Promis. Oui, les 2 heures sont écoulées. J'ai Oui, trop parlé, j'ai trop parlé. non, c'était parfait. C'était super complet et c'était vraiment parfait. Et merci d'avoir mis du soleil avec ta voix et ton accent chantant D'accord, ici où il pleut. Et promis, d'accord. dès que je descends à Marseille, je te téléphone. Absolument, je compte bien sur toi. Allez, Voilà. ça Si jamais marche. il y a des trucs, des choses qui apparaissent après, tu vois, des questions qui apparaissent dans tes Je peux te échanges transférer par mail. avec les patients, n'hésite pas. Parce Allez, qu'il ça marche. en attendant qu'on construise des dossiers, des soutiens plus solides, eh ben, il faut un petit peu faire comme on le peut, mais il faut aider les gens. Je trouve ça Et important. puis, De ne pas s'il laisser une faut, personne dans la difficulté. Voilà. si tu as besoin d'aide, Chaque évidemment, personne est importante. tu Chaque peux compter personne sur est la importante. fondation et on sera là et on Ouais. ira avec vous au combat s'il faut. Pas de Ouais. souci. Voilà, chaque personne est importante. Voilà. Ouais. Mm. Ça marche. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée à Au tous et à revoir. bientôt. Au revoir.